Hello, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai un petit peu laissé cette chaîne YouTube et ça fait très longtemps du coup que j'ai pas fait de vidéo, ça va me faire très bizarre au montage, mais bon bref, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo que j'ai pensé faire parce que sur Instagram je reçois beaucoup de messages d'étudiants étant donné que j'ai quand même commencé à faire des vidéos à la base dans le but de vous aider à trouver une certaine organisation. Et bien depuis c'est vrai que c'est resté un petit peu comme ça. Je reçois des messages de personnes qui évoluent, qui ont eu leur diplôme, d'autres qui sont en plein dans leurs études, et c'est vrai que moi mon contenu Instagram a un petit peu évolué puisque maintenant je suis diplômée et que je me sers de ce compte Instagram pour parler un petit peu plus de santé mentale, pour parler un petit peu plus de livres psychologiques, un peu plus destinés aux professionnels ou aux patients, parce que j'ai aussi des patients maintenant qui me suivent sur Instagram, donc le contenu Instagram est assez différent. Donc j'ai décidé de faire une vidéo YouTube dans l'objectif de répondre aux questions, aux dernières questions que les étudiants me posent, parce que ce sont souvent les mêmes questions. Donc en une seule vidéo, je pense que ça peut suffire pour répondre à vos questions. Comment as-tu étoffé ton dossier de candidature pour les sélections de Master Psy? Alors, à savoir que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, donc je vous mettrai tout en barre d'infos parce que c'est des vidéos que j'ai filmées sur le moment même. Une vidéo où je vous donne un peu le bilan des sélections de Master, mon ressenti quasi à chaud à ce moment-là, et un peu la conclusion que j'en avais fait de ce qui pouvait en fait leur intéresser le plus, que ce soit dans les entretiens ou que ce soit dans le dossier de candidature. Et je vous avais fait une vidéo un peu style vlog où je vous emmenais avec moi sur quasi toute une semaine de préparation aux entretiens de master. Avec quelle moyenne générale as-tu été prise en master? Il faut savoir que moi j'ai été donc en études de psy à Nîmes, que ce soit licence et master, en fait je suis restée à Nîmes, et donc de mon passage de la licence 3 au master 1 à Nîmes, j'ai été prise avec un dossier, enfin une moyenne générale, que ce soit pour le premier et le second semestre de ma L3, qui tournait autour, je crois, des 13 de moyenne. Je crois que j'avais pas vraiment dépassé les 14, j'étais à 13 et quelques. Donc comme quoi, c'est pas que la moyenne générale super élevée qui compte, il y avait aussi l'ensemble du dossier dans lequel je vous parle dans certaines des vidéos que je vous ai mis en barre d'infos. Avais-tu un plan B si pas accepté en master psy? Oui, parce que ça me rassurait d'avoir un plan B. Dans un premier temps, je me mettais pas la pression de me dire que l'année suivante, je tenterai à nouveau d'avoir le master. Je me disais, bon déjà on verra comment l'année se passera. J'avais très envie de tenter le métier de pompier. Ça fait toujours partie un peu de mes envies, je vous avoue, mais j'ai laissé ça un peu de côté parce que ça me demande quand même beaucoup de travail, le libéral, donc pour le moment c'est pas possible, mais en tout cas ça faisait partie de mon plan B. Et j'avais aussi une autre possibilité, je m'étais dit que peut-être j'allais m'inscrire dans une autre licence pour me permettre de faire des stages qui seraient plus orientés psycho, de m'inscrire aussi en même temps dans une association pour me permettre en fait d'avoir un dossier plus étoffé pour ensuite pouvoir me présenter en master. En tout cas, ça restait des possibilités que je prenais en compte, peu importe si j'étais dans cette dynamique ou pas à ce moment-là, mais ça me rassurait beaucoup de me dire que tout n'était pas fini si j'étais pas prise en master et que j'avais plein d'autres possibilités et que autant ça me permettrait en fait à ce moment-là de m'ouvrir sur d'autres voies. Quel est le salaire d'un psychologue en début de carrière? Alors, tout dépend de l'endroit où tu travailles. Si vous travaillez dans le milieu hospitalier, vous allez être payé en fonction d'une grille qui est déjà préexistante et qui est en général peu élevée. Si vous travaillez dans une association qui va dépendre d'une convention, que ce soit par exemple dans mon cas quand je travaillais dans un foyer d'accueil médicalisé, c'était la convention 51, je crois, en fait il y a la convention 51, la convention 66, et vous dépendez de ces conventions-là, donc c'est dans un milieu associatif où c'est déjà un petit peu plus élevé que par exemple dans le milieu hospitalier. Et si vous travaillez en libéral, donc si vous avez votre propre cabinet, et bien là pareil, financièrement ça sera totalement différent. Évidemment là tu parles de début de carrière, donc on oublie les anciennetés et tout le tralala, donc effectivement selon le milieu ça sera pas toujours tout de suite très élevé, quoique si tu travailles en libéral ou si tu travailles dans une association avec une convention qui te permet quand même d'avoir un revenu similaire à un revenu d'un cadre, parce que tu es souvent considéré comme un cadre dans ces milieux-là, et bien le salaire sera déjà un petit peu plus élevé. Est-ce que le fait d'être psychologue en libéral en visio n'altère pas la relation thérapeutique?
absolument pas. La visio, ça peut déranger certaines personnes qui préfèrent être et avoir du coup le psychologue en face dans un cabinet physique. Dans ce cas-là, ok, il existe plein de psychologues en cabinet physique. On va tout simplement se renseigner pour voir dans la ville la plus proche ou dans notre ville les psychologues qui sont présents. Par contre, si c'est votre volonté d'avoir en fait une consultation en visio, si vous ne voyez pas d'inconvénient, il n'y aura aucune altération sur la relation thérapeutique. J'ai des suivis, des accompagnements depuis plusieurs mois, d'autres la relation se construit petit à petit pour qui ces personnes m'ont consulté là dernièrement. À aucun moment en fait j'ai senti une différence ou que ça a pu avoir un impact, enfin que la visio ait pu avoir un impact sur la relation que j'avais avec ces personnes-là. Et même la littérature donne aucune contre-indication ou aucun élément pouvant dire que ça pourrait altérer la relation thérapeutique, à part si, comme je vous dis, la personne en face n'est pas à l'aise avec le visio. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, c'est normal, mais tout comme une personne qui ne serait pas à l'aise dans un cabinet physique et qui préférerait la visio. Voilà, en fait, le tout, c'est que ça puisse correspondre à la personne, tout simplement. Les études de psycho me démotivent beaucoup à cause du manque de débouchés, ça a été ton cas. Et ça, c'est la question que je reçois le plus souvent. Je trouve ça tellement dommage de rester bloqué là-dessus. Et alors, pas pour la personne qui me pose la question, mais plus pour les personnes qui, en général, en fait, même certains professeurs qui annoncent ça aux étudiants ou en disant faites attention. Alors oui, ça existe, mais en fait il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Déjà, ça dépend de la région où vous êtes, ça dépend de votre capacité aussi à bouger si jamais il n'y a pas vraiment d'offre d'emploi. Ça dépend si vous cherchez aussi des offres donc dans le milieu salarial ou si vous souhaitez aussi avoir votre propre cabinet. Ça dépend aussi du moment, c'est-à-dire que entre le moment où vous allez faire des recherches, par exemple lorsque vous êtes étudiant, et l'été où vous allez avoir votre diplôme et que vous allez faire d'autres recherches, peut-être qu'entre-temps, les offres auront évolué. Ça dépend aussi de vos stages, si vos stages se passent bien, si vous avez un bon contact avec votre psychologue référente, si peut-être il y a une opportunité parce qu'elle déménage aussi. Ça va dépendre aussi de la construction peut-être de structure. En fait, il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous une fois que vous serez diplômé. Et je trouve ça du coup très dommage en fait de se limiter à il n'y a pas de débouché dans ce métier, donc non. En fait non, ça dépend de vraiment plusieurs facteurs et je vous invite au vu de par exemple tout ce que je viens de dire, de prendre en compte ça et de voir effectivement ce qu'il en est pour vous selon votre région, selon votre situation, selon le déroulé de votre stage, etc. Et selon surtout aussi vos envies, évidemment. Ça va pas être la même chose si vous restez dans un secteur psychiatrique à vous dire moi je veux travailler que dans ce secteur-là et que vous ne vous ouvrez pas à d'autres secteurs, forcément que là ça sera réduit et que vous allez vous retrouver face à des murs à des moments. Pour les néo-diplômés, comment prendre confiance en soi pour les prises en charge? Si vous êtes jeune psychologue ou encore si vous êtes sur la fin de vos études, parce que ça aussi ça rentre en jeu, il y a ce qu'on appelle très souvent ici le syndrome de l'imposteur. J'ai d'ailleurs fait un live YouTube à ce sujet et je crois aussi sur Instagram, j'ai fait aussi un article là-dessus parce que forcément c'est quelque chose que j'ai ressenti et ça m'a beaucoup intéressé de faire des recherches là-dessus. Le fameux syndrome de l'imposteur, je vous laisserai aller voir les vidéos pour savoir ce que c'est, mais effectivement c'est pas facile d'essayer de gérer en fait ce syndrome de l'imposteur et on essaie de prendre confiance comme on peut au début. Je vous laisserai aller voir du coup le blog en question et je vous mettrai aussi le lien des vidéos, en tout cas des vidéos en direct que j'ai fait, parce que je donne quand même pas mal de points sur comment faire pour gérer ce syndrome de l'imposteur là. Je souhaite quand même rajouter en plus de ce que j'ai dit dans les lives, quelque chose qui me semble important, je sais plus vraiment si je l'ai dit, mais bon bref, peu importe. Quelque chose qui est très important, c'est n'hésitez pas à vous faire superviser, j'allais dire à vous faire suivre, mais vraiment avoir une supervision ou avoir la possibilité d'avoir des intervisions, c'est-à-dire des bulles d'échange avec des professionnels qui vous proposeraient donc des supervisions, des bulles d'échange aussi avec vos collègues en master qui viennent d'avoir leur diplôme notamment. Voilà, créez-vous une réunion sur Zoom ou un moment à l'extérieur, une après-midi, pour penser ensemble et réfléchir sur toutes les questions que vous avez sur l'ensemble de vos difficultés. Ça fait un bien fou de se réunir autour de la table et de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ça et que c'est tout à fait normal. Ça nous invite à être dans ce processus d'acceptation qu'on ne sait pas tout. C'est pas parce qu'on est diplômé que ça y est, on est expert en psychologie et que parfois, même avec de l'expérience, eh bien on ne sait pas et on essaie juste de faire en sorte d'avoir des points d'attache, des choses sur lesquelles on va arriver à avoir ce sentiment de maîtrise et ce sentiment de satisfaction qui
au fur et à mesure va grandir grâce aussi à ces échanges et à ces accompagnements professionnels que vous allez avoir, puisque les professionnels vont vous aider dans cette anxiété, dans ce syndrome de l'imposteur, mais aussi vont vous aider à prendre confiance dans les prises en charge notamment. Comment as-tu développé ta visibilité? Ça me paraît plus difficile quand on est en ligne qu'en cabinet. La visibilité, elle peut se développer de différentes façons. Souvent, ces façons-là se rejoignent qu'on soit en cabinet physique ou en ligne. C'est vrai que quand on a un cabinet physique, on se dit, bon, on a juste à mettre notre plaque sur le mur et voilà, c'est bon, les patients vont passer devant et vont nous contacter. Alors oui, ça peut aider en termes de visibilité, mais souvent ça suffit pas, surtout de nos jours sur Internet avec tout ce qui se passe et l'évolution technologique, ça suffit absolument pas et en général, ces gens ont quand même un site Internet, ces gens se mettent quand même sur Doctolib ou sur psychologue.net, c'est des sites de référencement qui permettent une visibilité sur une localisation très précise. Les psychologues en ligne, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il existe beaucoup de sites de référencement. Donc je disais psychologue.net, Doctolib, ce sont des sites dont vous pouvez adhérer, c'est-à-dire que tous les mois vous leur donnez une somme d'argent pour qu'ils puissent vous favoriser une visibilité, c'est-à-dire que dès qu'on tapera votre nom sur internet, eh bien il y aura plus de chances que le référencement soit plus grand et que vous apparaissez dans les premières lignes si vous êtes dans un site de référencement que si vous ne l'êtes pas. Ça, c'est ce qu'ils vous promettent. Ensuite, il y a aussi d'autres possibilités de référencement, comme vous, par exemple, créer un site internet, faire des blogs, se mettre activement sur les réseaux sociaux, etc. Donc, finalement, vous avez plusieurs possibilités pour développer votre visibilité. Le tout, en général, c'est d'être relativement actif, authentique aussi, pour moi ça me paraît hyper important pour développer sa visibilité. Le bouche à oreille, même pour les psychologues en ligne, ça fonctionne évidemment. J'ai certains patients qui du coup ont conseillé à des collègues éloignés ou alors des amis psy qui ont des amis qui ont besoin et donc du coup ils orientent et donc on en vient aussi au contact, c'est-à-dire le contact auprès des professionnels, donc de vos anciens camarades de classe par exemple, ou des professionnels qui sont déjà psychologues en ligne, que ce soit en libéral en ligne ou en cabinet physique. J'ai envie de vous dire, le contact c'est très important pour ne pas rester enfermé juste seul chez vous avec un patient qui est en face. C'est très important d'avoir aussi des contacts d'autres professionnels, mais ça va vous aider aussi dans un autre sens, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la capacité de prendre en charge certains patients, eh bien vous pouvez réorienter auprès d'autres confrères ou consoeurs, sauf que ces personnes-là, eh bien, il faut les connaître avant, donc c'est bien d'avoir des contacts pour ça. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre sans souci. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur TikTok. Maintenant, je me suis mise sur TikTok pour m'écrire personnellement si besoin par rapport à toutes ces questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.